Président Melchior Ndadaye est né en commune de Nyabihanga, en province de Mwaro. Il a fréquenté l'école primaire en sa commune natale, puis l'école secondaire à Gitega. En exil au Rwanda, il a poursuivi ses études au groupe scolaire de Butare, où il a décroché deux diplômes, une qualification pédagogique et une autre en gestion bancaire. Au Rwanda, Melchior Ndadaye a dirigé le mouvement Bambere, qui regroupait des étudiants burundais et réfugiés en ce pays. En son retour d'exil en 1983, Melchior Ndadaye est parmi les fondateurs du parti Sahwanya Frodebu, Front pour la démocratie au Burundi, une formation politique qu'il a par la suite dirigée. À l'issue des élections présidentielles de juin 1993, Melchior Ndadaye, candidat du Frodebu, a remporté la victoire et est devenu premier président du Burundi, démocratiquement élu. La torture et l'étranglement du président Melchior Ndadaye du Burundi en 1993. Les événements du 21 octobre 1993 provoquent une onde de choc au Burundi. L'assassinat du président Melchior Ndadaye, juste 100 jours après son investiture à la tête du pays, va conduire le petit pays de la région des Grands Lacs vers 15 ans de guerre civile. C'était un jeudi matin, dans un camp militaire abritant le bataillon Para, quand le coup fatal fut porté contre celui qui sera plus tard consacré héros de la démocratie, qui s'est éteint, étranglé par un certain Floribert Nduwimukama, surnommé Kiwi, après d'interminables actions de torture physique et morale. Il avait remporté, haut la main, les élections de juin 1993, à la surprise de son rival le major Pierre Buyoya, qui croyait dur comme fer qu'il pouvait, sans difficulté aucune, gagner le scrutin présidentiel. Ndadaye ouvrait ainsi une ère nouvelle, la construction d'un Burundi nouveau, Uburundi Bushasha, caractérisé par la paix, la sécurité et le respect des droits de la personne humaine. Le 10 juillet 1993, c'est l'investiture et Pierre Buyoya passe le témoin à son successeur, la mort dans l'âme. Le même jour, le nouveau président de la République crée encore une fois la surprise et rend publique la liste des membres de son gouvernement, à la tête duquel il nomme une femme, d'ethnie Tutsi. Il affiche, par cela, sa volonté de réconcilier les Burundais et d'enterrer à jamais le conflit ethnique. Il amnistie également 500 de prisonniers politiques ou de droit commun et promet d'organiser le rapatriement des Burundais exilés à cause des crises qui ont endeuillé le Burundi tout au long de son histoire, depuis la période des indépendances. Il n'ira pas au bout de sa réflexion ni de son action, car il ne passera que quelques jours à la tête du pays. En effet, 3 mois plus tard, dans la soirée du 20 octobre, sa résidence était attaquée par des putschistes, armés jusqu'aux dents et assoiffés de sang. Ils avaient tout planifié. Ndadaye ne pouvait leur échapper, encore moins certains de ses compagnons dont le président de l'Assemblée nationale pontien Karibouami et le vice-président de cette même chambre du Parlement, Longil Bimazubut. Le président Ndadaye, informé, avait cru que c'était encore de petits soldats agités et qui allaient être vite maîtrisés car il y avait déjà eu d'autres tentatives au lendemain de sa victoire. Même avant la publication des résultats, le parti présidentiel L'Union pour le progrès national, l'UPRONA, a tenté, dans la nuit du 1er au 2 juin 1993, de convaincre le président sortant, Buyoya, pour qu'il use de son influence afin que la commission électorale ne proclame pas la victoire de Ndadaye. Premier échec. Les résultats furent bel et bien publiés et Ndadaye, candidat du Front pour la démocratie du Burundi, Frodebu, déclaré vainqueur. Le lendemain, l'UPRONA appelle au boycott des élections législatives pour protester contre la victoire de Ndadaye. Des étudiants, membres de l'UPRONA, manifestent dans plusieurs rues de la capitale, déchirent leurs cartes d'électeurs. La commission électorale est intimidée. Le grand perdant, l'UPRONA, demande tout simplement l'annulation de toutes les autres consultations électorales, sans succès. Voyant que les préparatifs pour les législatives se poursuivent comme si de rien n'était, l'UPRONA choisit la voie de la force. Ainsi, le 16 juin 1993, a lieu la première tentative de coup d'État sous la direction du lieutenant Bizuri. Le camp base se met en mouvement. La tentative a vite été étouffée. Deuxième échec donc et comme troisième échec, les élections législatives ont bel et bien lieu le 29 juin 1993 et le Frodebu rafle la quasi-totalité des sièges à pourvoir. En effet, sur 81 représentants du peuple,
le Frodébut en a eu 65 et l'UPRONA uniquement 16. Le courroux des extrémistes de l'UPRONA ne faisait que s'aiguiser. L'ancien chef de cabinet du major Buyoya, le colonel Siningi, décide d'entrer en action. Ly organise un putsch le 3 juillet 1993. Quatrième échec. Il rencontre une résistance d'un jeune capitaine Gratien Rukindikiza qui repousse l'assaut contre le palais présidentiel. Siningi est arrêté et écroué à la prison centrale de Mimba. Vu qu'il y avait comme un vide institutionnel, le pays n'ayant point de président puisqu'il y avait un sortant et un élu et que les tentatives de coup de force se multipliaient, la sagesse a été de procéder à l'investiture du nouveau le plus rapidement possible afin de doter du pays d'institutions présidentielles fortes. Cette investiture initialement prévue pour le mois d'août 1993 a donc été ramenée au 10 juillet, ce qui a permis de tenir tranquille le groupe de Tutsis de l'UPRONA et de l'armée pendant quelques jours, du moins pendant au moins 2 mois. Le 10 septembre 1993, au bout de plusieurs réunions clandestines, un groupe de 18 officiers de l'armée et de la gendarmerie signe un engagement pour le renversement du pouvoir de Melchior Ndadaye. Ils assument les actes qu'ils vont poser et se conviennent d'éliminer le même jour le président de la République, celui de l'Assemblée nationale et son vice-président, ainsi que d'autres proches collaborateurs de Ndadaye comme Sylvestre Ntibantunganya, Richard Ndikumi, Léonard Nyangoma et Juvénal Ndayikeza. Nous, officiers supérieurs des forces armées burundaises, convenons que nous devons renverser le régime du président Melchior Ndadaye. Nous devons préparer à un usage de force pour destituer non seulement le président, mais aussi éliminer à tout prix ses subordonnés politiques au niveau de la présidence, l'Assemblée nationale, documentation, sûreté nationale ainsi qu'au ministère clé. Dans cette réunion, ils décident qu'une fois leur forfait commis, ils remettraient un Hutu au pouvoir, à savoir François Ngeze. Ce dernier dirigerait le pays pendant une petite période, le temps de calmer la population Hutu, avant de céder le fauteuil au major Buyoya. L'opération devait être financée par la société Afimé. Cependant, d'après un autre document signé la veille par le colonel Daradangu, président du Comité national de salut public, le major Pierre Buyoya est à la tête de la mutinerie, transmet ses ordres via le colonel Alfred Nkurunziza, beau-frère d'Alphonse-Marie Kadege. Sur terrain, le colonel Jean Bikomagu et le lieutenant-colonel Célestin Ndayizaba coordonnent tout le travail. Ce coup d'État prévu le 10 septembre n'aura pas lieu. Il faudra attendre la nuit du 20 au 21 octobre pour faire éclater, au vrai sens du terme, une hécatombe sur le Burundi. Déjà, ce 20 octobre, pendant que le président Ndadaye dirigeait le Conseil des ministres, la rumeur de coup d'État circulait. Quelques minutes avant 18 h, le capitaine Muchwabur va trouver à la clinique Prince Louis Rwagasore le capitaine Rugigana qui a en charge la protection du président Ndadaye pour lui annoncer qu'un coup d'État était déjà en marche. Quelques minutes plus tard, le commandant Gassi Ubwange, commandant en second du bataillon Para, vient à la clinique avec le même message. Les choses deviennent sérieuses et le capitaine Rugigana doit prendre des dispositions. Le chef de cabinet du président Ndadaye appelle ainsi le colonel Jean Bikomagu pour s'enquérir de la situation. Ce dernier tranquillise et rassure que la situation est sous contrôle. Le ministre de la Défense, le colonel Charles Ntakige, fait de même. Il tranquillise. Ndadaye rentre donc au palais, confiant en son armée. Ce n'est que légèrement après minuit qu'il est réveillé par des coups de feu. Le capitaine Rugigana essaie de résister contre les militaires du 11e bataillon blindé et du 1er bataillon Para qui ont lancé un assaut contre le palais présidentiel. Une seule solution pour le brave capitaine, évacuer le président Ndadaye et sa famille, à bord de véhicules blindés vers le camp Mua, où ils resteront jusqu'à l'aube, quand le colonel Jean Bikomagu livrera, en personne, le président Ndadaye aux insurgés qui le transporteront jusqu'au bataillon Para. Le président Ndadaye est séquestré par les mutins dans ce camp militaire de Bujumbura, où il est torturé jusqu'à trépas. L'autopsie du corps, pratiquée près d'un mois plus tard, a fait état de multiples coups portés par des instruments tranchants et piquants, avec hémothorax et utilisation d'une corde placée dans la bouche du président. Et c'est là qu'il rendra l'âme après avoir prononcé ces dernières paroles. Mwish Ndadaye ntimwish ba Ndadaye. Vous éliminez Ndadaye mais n'étouffez pas son idéologie. Simultanément, la chasse est ouverte aux successeurs constitutionnels du président de la République. Des ministres et cadres de la mouvance présidentielle sont également traqués et tués pour certains d'entre eux. Des faits restent patents. Aucun soldat n'a trouvé la mort dans la défense des institutions démocratiques. Rien n'a été entrepris à l'intérieur de l'armée pour contrer le putsch.
Ces faits sont établis par le rapport du 5 juillet 1994. Alors que le ministre de l'Intérieur était assassiné, les putschistes paralysaient toute l'administration territoriale. L'armée sortit des casernes ce même 21 octobre 1993 dans la matinée et massacra des civils Hutus à travers le pays et notamment à Magarama, quartier de la ville de Gitega. Au moment fort des massacres qui endeuillent le pays dans plusieurs provinces durant les 4 jours qui suivent le coup d'État sanglant, les autorités administratives nommées par le gouvernement Ndadaye sont obligées de se terrer pour ne pas être massacrées. Devant une résistance acharnée de la population, les putschistes durent se contenter d'un putsch rampant et d'un retour progressif au pouvoir. Les assassinats politiques en série qui ont suivi le coup d'État n'avaient d'autre visée que de décimer la classe politique des forces de changement démocratique qui avaient gagné les élections. À l'intérieur du pays, les autorités administratives nommées par le gouvernement du président Ndadaye furent tuées ou contraintes à l'exil et remplacées progressivement par ceux-là même qui avaient perdu les élections. Des gouverneurs militaires furent imposés à la population qui croyait en être à jamais débarrassée. Tous les concepteurs du putsch sont revenus aux côtés du major Buyoya. Dans son témoignage, le lieutenant Jean-Paul Kamana, qui a conduit l'attaque du palais du président Ndadaye, ainsi que plusieurs autres gradés de l'armée tels que le colonel Jean Bikomago et le lieutenant-colonel Alfred Nkurunziza, avaient dénoncé le major Buyoya comme étant le cerveau du putsch sanglant. Octobre 2012, le procès du coup d'État s'ouvre au Burundi et l'assassin de Feu Ndadaye accuse l'ancien président Feu Pierre Buyoya. Son nom, Nduvumukama Philibert, alias Kivi. Il s'agit de l'homme qui a étranglé le président du Burundi le 21 octobre 1993, Feu Melchior Ndadaye, sous l'ordre de ses supérieurs. Cet événement plongera le Burundi dans une guerre civile qui ne prendra fin que 10 ans plus tard, après la mort de centaines de milliers de Barindis. L'homme fut arrêté à l'est de la République démocratique du Congo, RDC, au moment où il cherchait à rejoindre le groupe terroriste M23, une des forces négatives qui tue, viole et assassine en RDC. Le capitaine Kivi, Nduvumukama Philibert accuse nommément l'ex dictateur Pierre Buyoya d'avoir été à l'initiative du projet de l'assassinat de Feu Melchior Ndadaye. Voici le témoignage exclusif de cet homme, témoin gênant des pratiques de l'ancienne dictature des Bahima burundais, Mikombero, Bagaza et Buyoya, qui a régné en maître de 1966 à 2003 au Burundi, responsable de plus de 4,5 millions de victimes barindis. L'équipe du site d'investigation burundais nous fait partager ces minutes intenses passées avec le capitaine M. Nduvumukama Philibert, Kiwi, peu après son transfèrement au Burundi en provenance de la RDC en 2012. Ils appellent Nduvumukama Philibert, alias Kivi. C'est l'homme qui a étranglé le président de la République, Melchior Ndadaye, dans la nuit fatidique du 21 octobre 1993. Il vient d'être arrêté à l'est de la République démocratique du Congo, RDC, au moment où il cherchait à rejoindre le M23. Cet homme d'une cinquantaine d'années, cheveux blancs, d'un teint noir foncé, ancien militaire burundais, affirme avoir participé à l'exécution du président Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu dans l'histoire du Burundi. Il était en compagnie des lieutenants Kamana et Bigirimana, médiateurs entre les hommes de troupe et les officiers supérieurs au cours de la nuit qui a vu la décapitation de la démocratie au Burundi. Le capitaine Kiwi pointe un doigt accusateur au major Pierre Buyoya et au colonel Bikomagu comme les principaux initiateurs du projet d'assassinat de Melchior Ndadaye. Dans sa cellule en captivité, il regrette aujourd'hui que ces hommes soient toujours libres alors qu'ils ont gâché sa propre vie en l'obligeant d'errer comme Caïn alors qu'il n'a fait qu'exécuter leurs ordres via le lieutenant Kamana. Après l'assassinat de Melchior Ndadaye, un certain nombre de militaires de l'armée burundaise ont été arrêtés et incarcérés. Cependant, une bonne partie de ces militaires impliqués dans l'assassinat de Ndadaye, soit 13 sur les 26 qui ont joué un rôle clé, ont pu soit se réfugier à l'étranger ou s'évader de la prison. Les 13 autres, dont Kiwi, sortiront de la prison en 2006 grâce à la mesure prise de libérer les prisonniers politiques. En 2008, Kiwi avec certains autres Burundais se rendront en RDC pour rejoindre le CNDP de Nkunda Batware. Kiwi a intégré le CNDP avec un grade de lieutenant et 2 ans après il est devenu capitaine. Il regrette le fait que ceux-là même qui l'ont utilisé pour tuer Ndadaye n'aient pas pu le protéger et lui trouver du travail. Il cite nommément le colonel Simbanduku qui aurait refusé de l'engager comme vigile dans sa société de gardiennage. Il continue à accuser ceux qui ont préparé le coup de l'avoir induit en erreur, car aucune des promesses faites aux hommes de troupe n'a été tenue.
Il se rappelle avec chagrin du message reçu de Bikomagu, quelques jours après le coup, Murabona Kaoi Viotwakos via Perikise, non Dushaka Duzubi Zubudjetsi. Vous voyez que ce que nous avons fait à percuter, nous allons rendre le pouvoir. Traduction de la rédaction. Il se rappelle aussi de la déception qu'il a pu lire sur les visages des militaires présents et surtout des promesses qui leur avaient été faites d'améliorer leur quotidien, d'augmenter leur grade, etc. Il se demande pourquoi il a croupi en prison pendant 13 ans alors qu'il n'était que simple exécutant au moment où les cerveaux du coup d'État n'ont jamais été inquiétés, martèle-t-il. Selon ses propres dires, le capitaine Kiwi a été arrêté le 15 septembre 2012 par les forces armées de la RDC, FARDC, dans la localité de Bunagana, à l'est de la RDC en compagnie de 7 autres combattants burundais qui allaient se faire enrôler au sein du M23. Après leur arrestation, Kiwi et ses compagnons ont été acheminés à l'état-major de l'opération Amani-LEO. Une semaine après leur arrestation, ces combattants, issus des groupes rebelles burundais basés en RDC, ont été transférés au Burundi. Kiwi et un groupe d'autres anciens militaires dont un certain Katando, Rugamba ainsi que des jeunes Tutsis sont partis en RDC en 2008 combattre dans les rangs du CNDP du général Laurent Nkunda avec l'espoir de non seulement gagner leur vie mais aussi et surtout de conquérir le pouvoir au Burundi après la conquête des deux Kivu. Selon toujours Kiwi, après la désintégration du CNDP, le groupe dirigé par Kiwi et Rugamba rejoint les dissidents du CNDP opposés au brassage des forces armées congolaises. C'est apparemment après une brouille avec ses supérieurs hiérarchiques, dû à un partage très inéquitable de l'argent issu des différents pillages, que le capitaine burundais décidera de quitter le groupe pour rejoindre les combattants du M23. Au moment où Kiwi s'attendait à un partage pur et simple, le capitaine burundais ne recevait que ce que lui-même appelle motivation. Il raconte en effet que lors d'une opération de pillage organisée par le commandant de son bataillon au cours de laquelle une somme de $10 000 avait été récoltée, le commandant a pris $4 500 tandis que le reste a été partagé entre les officiers proches du commandant au moment où Kiwi n'a eu que $100 en guise de motivation. Ce qui a davantage révolté Kiwi serait le fait que le montant de cette motivation ne cessait de diminuer. Pour éviter que le capitaine Kiwi ne révolte les autres militaires, l'identité burundaise du capitaine a été mise en exergue, ce qui créa des soupçons au sein même de son groupe. Pour éviter qu'il soit un jour tué, Kiwi décida de quitter le groupe pour rejoindre le M23. Malheureusement pour lui, il sera arrêté avant d'arriver à destination. Kiwi affirme qu'il avait des contacts avec le M23 car il avait déjà travaillé avec la plupart des éléments de ce mouvement. L'objectif ultime des Burundais qui combattent au sein de ce mouvement, confie Kiwi, est de parvenir à conquérir le pouvoir au Burundi. Un pacte secret a été conclu entre certains politiciens burundais et les responsables du M23 de se coaliser contre Bujumbura, une fois le Nord Kivu conquis. Pour cet ancien militaire du 11e bataillon blindé, la désillusion est grande. Amaze ya keranta homa urutaro. Constatete la vec amertume. Dans cet adage en kirundi, il qualifie de « vieille bouse devenue inutilisable » ces politiciens nostalgiques du pouvoir. Ceux-là même qui lui avaient commandé d'achever l'assassinat du président Melchior Ndadaye par étranglement, mais qui n'ont jamais été inquiétés. C'est ce message qu'il voudrait aller transmettre à ses compagnons d'armes qu'il a laissés en RDC. Il constate avec regret qu'il aurait pu capitaliser autrement les nombreuses années passées dans les forêts de la RDC avec de vains espoirs de rentrer triomphalement au Burundi. Il conclut a litni de regrets en descent. Bavuga ngo igitin tikigukora emuyisho kabiri. Yeve kararenga kabiri. Ce qui est un autre adage kirundi qui peut se traduire par « En principe on ne peut pas faire la même gaffe 2 fois, mais moi malheureusement j'ai déjà gaffé plusieurs fois. » Bilan et héritage. L'assassinat de Melchior Ndadaye symbolise une opportunité manquée pour le Burundi de sortir du cycle des violences ethniques et de construire une véritable démocratie inclusive. Son décès est encore commémoré aujourd'hui comme un rappel des dangers de l'intolérance ethnique et de la militarisation excessive de la politique. Bien que des progrès aient été réalisés depuis, notamment avec l'accord de paix d'Arusha et l'émergence de nouvelles élites politiques, les blessures de 1993 continuent d'influencer le paysage sociopolitique burundais. Le besoin d'une réconciliation nationale profonde reste un défi majeur pour le pays. C'est tout pour aujourd'hui, mais si vous êtes nouveau ici, je vous demande de soutenir la chaîne en vous abonnant et en appuyant sur la cloche de notification, afin que YouTube vous avertisse chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo informative comme celle-ci. Aimez et partagez cette vidéo, et bien sûr,
N'oubliez pas de nous laisser un commentaire en nous disant de quel pays vous regardez la vidéo. La question du jour est: comment pensez-vous que le Burundi aurait évolué si Melchior Ndadaye avait pu mener à terme son mandat en tant que président démocratiquement élu?